Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène. Enfin, on va revenir sur le double sommet de l'Union africaine qui s'était tenu le week-end dernier à Malabo. Week-end dont évidemment les chefs d'État n'ont pas pu s'accorder sur une déclaration finale, puisqu'il n'y a pas eu, tel que le veut le protocole, d'abord la lecture d'une déclaration finale au sortir du huis clos entre les chefs d'État et la traditionnelle photo de famille pour illustrer justement. Il n'y a pas aussi eu la photo de famille. Non, il n'y a pas eu de photo de famille, il n'y a pas eu de cérémonie de clôture durant laquelle on lit généralement la déclaration. Au sortir du huis clos, les chefs d'État en catimini, chacun de son côté, ont décidé de regagner leur capitale. Alors, il semblerait qu'évidemment, lorsque l'on voit ça, ça veut donc dire qu'ils ne sont pas parvenus en réalité à un consensus sur des solutions éventuelles à proposer concernant les deux problèmes qui devaient faire l'objet de ce double sommet des chefs d'État. La première chose, c'est le problème, c'est la crise humanitaire qui menace le continent africain. Et puis, le deuxième sommet devait s'intéresser au terrorisme et au changement anticonstitutionnel. Alors, pour ce qui concerne le problème de la menace des crises alimentaires sur le continent, il faut savoir que en Afrique, 113 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et on a 282 millions de personnes qui sont victimes de sous-alimentation. Donc l'Afrique est le continent le plus touché dans ce domaine-là. Après le continent africain, on retrouve un peu l'Asie, mais l'Asie, l'essentiel des problèmes de sous-alimentation sont aujourd'hui observés au niveau du Yémen. Le Yémen où il y a cette guerre-là larvée qui dure depuis 9 ans, dans laquelle on estime qu'à peu près 3 millions de personnes sont menacées de faim et les enfants sont les premières victimes de cette crise alimentaire-là en raison de la guerre larvée que le Yémen fait face à l'Arabie Saoudite, face à une coalition de pays dirigée par l'Arabie Saoudite. Et donc, concernant la question de la sous-alimentation, le président de la Commission africaine, Moussa Faki Fadma, avait appelé justement à prendre un certain nombre de mesures concrètes, notamment essayer de faire que les pays africains puissent investir davantage dans l'agriculture et dans la transformation industrielle de produits agricoles. Il faut savoir que l'agriculture, bien que ce soit dans la plupart des pays africains, le plus gros pourvoyeur d'emplois, c'est-à-dire celui qui occupe le plus grand nombre de personnes, mais la part de l'agriculture dans le PIB des pays africains est extrêmement faible. On est en deçà très peu de pays ont un PIB agricole qui dépasse les 3%, à l'exception de pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, où là-bas, véritablement, l'agriculture est considérée comme étant un moteur de l'économie de ces pays-là. Mais pour le reste du continent, malheureusement encore, l'agriculture, donc le secteur primaire, n'est vraiment pas un secteur prioritaire. Or, aujourd'hui, avec les multiples crises que l'on connaît, liées notamment au Covid-19, puis à la crise en Ukraine qui fait planer un risque de famine dans certains pays, notamment du continent africain, des pays qui sont extrêmement dépendants des importations de blé russe et ukrainien. On a par exemple l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, d'accord, qui sont des pays, ou le Mali, qui sont des pays qui sont extrêmement dépendants du blé et ukrainien et russe. Donc, le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, a donc demandé aux chefs d'État et de gouvernement de booster ce secteur agricole afin de faire face à cette menace. Maintenant, évidemment, pour l'instant, il est trop tard. Si on doit investir tout de suite, ce n'est pas maintenant qu'on aura les retombées. Mais il faut néanmoins se prémunir des crises futures parce qu'avec ce qui se passe en Ukraine, on ne sait pas déjà quand cette guerre va finir, avec quelles conséquences. Et donc, le mieux serait, même en période de crise, de trouver des ressources supplémentaires pour booster l'agriculture et lui donner une plus grande part dans le développement et surtout dans le PIB des pays. Ensuite, samedi, il y a eu le sommet
sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels. Et là, évidemment, le président de la Commission de l'Union africaine était venu avec un certain nombre de mesures, notamment celle qui concerne la mise en place d'une force militaire panafricaine. En fait, il a réactivé un vieux dossier qui existe depuis les années 2000. C'était justement à la suite des différentes crises que l'on avait eues sur le continent, notamment la crise au Rwanda qui ensuite s'était propagée à l'est du Congo avec la chute ensuite de Mobutu et qui avait déstabilisé toute la région des Grands Lacs avec le Burundi et tout ça. Et donc, à chaque fois qu'il y a des crises sur le continent africain, comme c'est le cas au Mali, comme c'était le cas au Mozambique, à chaque fois qu'il y a des crises sécuritaires sur le continent africain, eh ben, qu'est-ce que l'on fait? Eh ben, on appelle des contingents étrangers, notamment des contingents des Nations Unies, qui sont majoritairement constitués d'hommes et de femmes appartenant à des armées qui ne sont pas africaines. Et donc, avec tout ce que cela peut entraîner parfois comme conséquence du fait, par exemple, du fait que les cultures soient différentes entre celles des populations et celles des militaires qui viennent pour certains poser. On a vu des cas de dérapage, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec le contingent de militaires du Bangladesh. Donc, on a des cas comme ça où, malheureusement, on l'a vu aussi avec le contingent lors de la force d'interposition française, enfin, lors des forces françaises dont certains soldats avaient été accusés de viol au niveau du Centrafrique, à Bangui. On l'a vu aussi avec tout un contingent gabonais qui a été rapatrié parce qu'il avait été soupçonné de certaines pratiques de viol ou de violence sexuelle. Et donc tout ça, c'est justement pour se prémunir de tous ces genres d'accidents-là que l'on avait initié l'idée de la mise en place d'une force militaire panafricaine et qui permettrait aussi de réagir beaucoup plus rapidement que s'il fallait attendre une force mise en place par les Nations Unies. Et en plus, selon le président de la Commission africaine, ce n'est pas les moyens qui manquent. L'Afrique compte en moyenne environ 2,7 millions d'hommes. Et si on pouvait mobiliser 1 à 2% de ces hommes-là et leur doter de moyens nécessaires, cela permettrait justement de réduire considérablement la dépendance des forces étrangères, selon les propos du président de la Commission africaine. Et puis, il s'est aussi attaqué à ce qu'il a appelé les coups d'État, enfin, à ce qui concerne ce qu'on appelle les changements anticonstitutionnels. Et lui, il a fait référence à 2 types de changements anticonstitutionnels. Il a d'abord fustigé les coups d'État qui se sont multipliés en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et au Tchad. Et il a estimé que ces changements anticonstitutionnels-là, il a reconnu qu'était quand même, pour la plupart du temps, le fait de l'incapacité des pouvoirs civils à pouvoir répondre aux solutions aux problèmes que rencontrent les populations. Et quels problèmes? D'abord, il y a le problème sécuritaire, et c'est ce qui fait que, évidemment, les militaires ont décidé de prendre le pouvoir. C'est le cas au Burkina Faso, c'est le cas au Mali, c'est le cas aussi avec ce troisième mandat qui était vraiment impopulaire en Guinée, qui a entraîné la chute d'Alpha Condé. Et puis, il y a eu au Tchad l'insécurité. Donc, si tu veux, les groupes armés qui menacent une partie du territoire, qui menacent l'intégrité du territoire, qui menaçaient le gouvernement tchadien. Et ce sont ces groupes armés qui ont été à l'origine de la disparition tragique du président Idriss Déby. Donc, tout ça fait que, évidemment, ces changements anticonstitutionnels ne viennent pas sporadiquement, spontanément comme ça là. Elles sont le fait d'une dégradation, soit du climat politique, soit du climat social, qui fait que, évidemment, les militaires profitent de cette déliquescence-là, aussi bien de l'appareil politique que de l'appareil économique et social, pour s'emparer du pouvoir. Et c'est justement ce qu'il a fustigé. Et donc, il a aussi
fustigé un autre type de coup d'État qu'il appelle des coups d'État rampants, c'est-à-dire que des pratiques de certains chefs d'État et de gouvernement qui consistent à modifier à chaque fois la Constitution aux seules fins de rester au pouvoir, ça aussi, ce sont des coups d'État rampants parce que, évidemment, ce sont des changements qui sont en réalité anticonstitutionnels, même si tous ces changements-là sont habillés d'un artifice légal. Donc, et ce sont ces changements-là aussi qui peuvent être à l'origine de changements anticonstitutionnels, qui peuvent être à l'origine de révolutions, de révoltes de la part des populations. Et certainement, maintenant, il fallait proposer des solutions à cette situation. Et c'est là où, malheureusement, les chefs d'État ne sont pas parvenus à un accord, puisque pour certains, tous ces faits-là étaient dus soit à de l'ingérence de puissances étrangères, soit à une forme de néocolonialisme de la part de certaines puissances, soit même, évidemment, à la présence de militaires, de mercenaires, étrangers sur le sol africain. Alors, évidemment, après ce double sommet, une déclaration a quand même été envoyée à la presse, mais dans cette déclaration, évidemment, il est repris tout ce que je viens de dire, grosso modo, et en filigrane, il a été demandé à il a été demandé aux forces paramilitaires du groupe Wagner qui sont présents en Centrafrique et au Mali de quitter sans délai le territoire, enfin le continent africain, de quitter ces pays-là. Mais ça aussi, évidemment, malheureusement, il y a peu de chances que cela puisse aboutir. Et il est clair que les militaires Wagner, le gouvernement russe dit que ce ne sont pas des paramilitaires Wagner qui sont sur leur sol. Les gouvernements centrafricains et maliens sont également aussi sur la même posture que le gouvernement russe. Et donc, il est clair que ces mercenaires ou ces militaires coopérants techniques militaires, selon les autorités maliennes et centrafricaines, ne quitteront pas le territoire. Mais ça veut donc dire que sur les changements de fond, en termes de démocratie, en termes d'état de droit, en termes d'alternance et tout ça là, les chefs d'État ne sont pas parvenus à l'unanimité. Et ça, c'est particulièrement inquiétant pour l'avenir de notre continent. C'est-à-dire que nous aspirons à mettre en pratique un certain nombre de valeurs, mais on a l'impression qu'au sommet des États, ces chefs d'État n'ont pas du tout la même lecture de ce que c'est que la démocratie, que ce que c'est que l'état de droit, que ce que c'est l'alternance démocratique. Et voilà. Et donc ça n'augure rien de bon pour le futur de nos États. Et je crois bien que malheureusement, cette insécurité-là, qui est souvent à l'origine de ces positions-là, soit sécuritaires, soit de maintien par des changements anticonstitutionnels à la tête des pays, ces deux phénomènes vont malheureusement encore perdurer sur notre continent. Merci Jean-Paul qui revenait sur le sommet de l'Union africaine. C'était à Malabo? Oui, c'était à Malabo. Merci à tous les auditeurs bien connectés dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, le plus de la capitale. Urban FM 104.5.